Merci d'être venu encore à une animation scientifique à la reprise. Ça fait du bien de voir du monde après, dans ce bâtiment. Et aujourd'hui, on a Chloé qui va nous présenter son sujet de recherche, de ce qu'elle a fait dans son stage Du ici. coup, Cléo, bonjour. pardon. Oui, du coup, c'est Cléo Bourdon et je suis étudiante à l'ISTOM à Angers en ingénieur. Et je viens de faire mon stage de fin d'études avec Solicase sur un sujet qui était encadré par Solicase et par l'OFB, le projet Régémine, pendant lequel j'ai travaillé en grande partie sur la structure des communautés d'espèces sur un ancien site minier en Guyane française. Donc, je vais vous présenter en fait pendant cette présentation quelques résultats qui paraissaient intéressants pendant le stage. En passant par un petit contexte, comme ça je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet. Ensuite, je parlerai de la restauration écologique pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des indicateurs qui ont été choisis par rapport à d'autres. Ensuite, je vous présenterai le projet Régémine, celui dans lequel s'inscrit mon stage. Et je ferai ensuite deux parties en décortiquant des questions sur lesquelles j'ai travaillé en particulier. Donc, pour le contexte de la Guyane, c'est donc un territoire qui est recouvert à 90% par de la forêt. Ça, de par son contexte qui est géographique et climatique aussi, c'est un hotspot de biodiversité, ce qui fait qu'il y a, en tout cas pour la France et même en général, beaucoup d'enjeux sur toutes les problématiques de biodiversité environnementale, etc. Et c'est un territoire qui est aussi largement morcelé par l'orpaillage. Si vous regardez sur la carte, bon, je pense qu'on voit pas trop, mais toutes les petites taches en jaune que vous voyez, ce sont des zones qui ont été déforestées pour les activités d'orpaillage. Ici, l'orpaillage, c'est en grande majorité, donc, enfin, voire exclusivement de l'orpaillage pour l'or alluvionnaire, donc celui qui se retrouve dans les cours d'eau, dans les alluvions, qui s'est stocké au fur et à mesure. Et pour aller récupérer cet or, en général, on fait avec un processus qui est relativement destructeur pour la biodiversité, qui commence par une première phase de déforestation, euh, une phase de détournement de la crique, parce que du coup, il faut aller accéder aux alluvions pour récupérer l'or. Les sols sont ensuite excavés, donc retirés quasiment en intégralité, et sont ensuite lessivés et lessivés et lessivés pour aller récupérer justement l'or, comme vous voyez sur la photo tout en bas. Et dans ce processus, en fait, quasiment toutes les étapes ont un impact sur l'environnement. La déforestation, bon, du coup, libération de carbone, etc., destruction d'habitats. Pour ce qui est de l'excavation, il faut savoir il y a beaucoup de mercure en fait dans le sol naturellement, qui n'est pas spécialement polluant tant que la terre reste à sa place. Mais quand on excave les sols, ce mercure qui est naturellement présent devient polluant et c'est un problème pour, par exemple, nous les mammifères. Et vient ensuite l'étape de lessivage. On a déjà des sols qui sont pauvres en Guyane. Donc les lessiver, ça fait perdre quasiment l'intégralité des nutriments qui subsistent. Donc, bon, tout ça, ça a un impact. Donc, en fait, ça fait de la Guyane un territoire sur lequel il y a vraiment un enjeu, enfin, un conflit d'enjeux entre ceux pour la biodiversité et ceux de l'orpaillage, donc, qui est plutôt un enjeu économique et social, en fait. Et c'est aussi une activité qui est historique et qui a commencé au début du 19e siècle. Donc, ça fait qu'elle est très ancrée dans le paysage et que, en plus, les enjeux environnementaux, surtout ceux de l'après-mine, n'étaient pas du tout pris en compte avant les années 80-85. Et c'est que à partir de là que enfin, il y a eu des réglementations qui ont encadré ce qu'on faisait des mines après leur exploitation. Et notamment, du coup, maintenant, il y a deux réglementations qui sont appliquées. Euh, Celle de l'obligation de réhabilitation. Donc, à la fin de l'exploitation des mines, les exploitants miniers sont obligés de remettre les sols, en théorie, selon les strates d'origine, et remettre le cours d'eau dans son cours. Ça, c'est réalisé par l'exploitant. Et ensuite, soit réalisé par lui-même, soit par des tiers, comme Solicaz avec qui j'ai fait mon stage, il y a une phase de revégétalisation qui est obligatoire à un minimum de 30%. Donc, 30% de la surface qui a été complètement rasée doit être replantée. Ça, c'est quand même un gros travail parce qu'il y a toute une expertise de terrain en fonction de comment est-ce qu'on remet les sols. On va créer des zones qui sont plutôt argileuses, plutôt sableuses, hydromorphes, terre ferme. Donc, il faut faire toute une expertise et ensuite adapter les arbres qui vont être plantés en fonction de ce qu'on a retrouvé. En général, enfin, pas en général, même les arbres sont choisis en fonction de leur capacité à restaurer le milieu.
en fonction de leur pouvoir fixateur d'azote notamment, pour réamener des nutriments. Le système racinaire va aussi avoir un rôle à jouer avec la structure du sol qui a été perdue avec l'excavation, le lessivage, etc. Euh, la capacité à pousser en plein soleil aussi, les plantes héliophiles. Comme on le voit sur les photos, bon, c'est vraiment en plein soleil. Donc il faut que ces plantes puissent se développer, ce qui n'est pas le cas de toutes. Elles doivent être locales, de préférence, et potentiellement avoir un pouvoir attractif sur les animaux. Et ce pouvoir attractif, en fait, il est intéressant parce on parle de restauration écologique. La restauration écologique, c'est l'idée de rendre, enfin de restaurer un milieu, en fait, de passer de cet environnement complètement dégradé à retrouver une forêt qui est fonctionnelle, qui est saine. Et pour ça, en fait, cette restauration, c'est une sorte de petit coup de pouce anthropique pour que la nature puisse reprendre ensuite son rôle toute seule, et notamment via les disperseurs de graines. Pour la restauration d'un milieu, il faut donc qu'il y ait un recrutement végétal, qu'il y ait des nouvelles plantes qui arrivent pour redonner une forêt. Et en grande majorité, en Guyane française, ce sont les vertébrés qui font ce rôle, surtout par endosoochorie. Donc, ils vont manger les fruits, en fait, avec les graines à l'intérieur, vont les transporter dans leur tube digestif et puis vont aller les disperser plus loin. Et ceux qui sont les plus importants en termes de nombre de graines, ce sont les oiseaux et les chauves-souris, qui sont donc des petits animaux. Et, euh, et sauf que eux, donc, ils vont plutôt déplacer des plantes qui sont associées à des stades pionniers. Donc, si nous, on fait rien, bon, ça va être une reprise sur les sites miniers qui commence classiquement par stade pionnier qui va durer assez longtemps, puis des strates, enfin, éventuellement des strates arborées plus importantes qui vont arriver. Et l'enjeu, donc, de la restauration des mines, c'est de diminuer le pas de temps entre la fin de l'exploitation et le retour d'une forêt fonctionnelle et saine. Et c'est pour ça que c'est important aussi de planter des arbres enfin, de créer un milieu au moment de la restauration qui soit attractif pour les animaux et notamment pour les disperseurs des graines, des strates plus avancées, parce qu'on veut diminuer ce pas de temps. Et notamment, celui qui a le rôle le plus important dans l'arrivée des strates végétales avec des gros arbres à grosses graines, c'est le tapir, Tapirus terrestris, qui, lui, enfin, fait du coup partie des grands ongulés et le seul en Guyane qui peut manger une graine jusqu'à 5 cm de diamètre, enfin, ne pas la mâcher et la redéposer à d'autres endroits. Et c'est notamment intéressant parce que c'est un animal qui a ses petites habitudes, donc qui va bien aimer aller faire ses crottes toujours un peu dans le même type d'endroit. Ça va donner des tas de crottins comme ça, en fait, qui vont germer ensuite et potentiellement donner des bouquets d'arbres comme des bouquets de palmiers qui sont visibles des fois. Et donc, en fait, sur tous les disperseurs qui sont possibles, nous, on a décidé de travailler plus précisément sur le tapir, justement pour ce rôle de disperseur qui est hyper important pour retrouver un écosystème sain rapidement. Et donc, en fait, c'est là-dessus qu'a été créé le projet Régémine, qui est porté du coup par Solicaz et par l'OFB. C'est un projet qui a pour but global d'évaluer la présence des espèces animales sur les sites miniers en fonction de si des arbres ont été replantés ou non. Et pour ça, il y a un site expérimental en particulier, c'est Cric Jaguar, qui est donc un ancien site minier qui a été exploité entre 2016 et 2020, qui a été revégétalisé en 2020, début 2021, et qui se trouve aux abords de la piste Bélison. Et au moment de sa revégétalisation, ça a été fait dans des conditions un peu particulières parce que toute la partie nord, donc 10 hectares, ont été revégétalisés à 100%, contrairement aux 30% réglementaires. Et toute la partie sud a été laissée telle quelle. Donc en fait, le sol a été remis, la crique a été remise, mais aucun arbre n'a été planté en bas. Et ça en fait un site expérimental qui était hyper intéressant pour enfin, toute cette idée de comparaison de communautés en fonction d'un facteur changeant, celui de la revégétalisation ou non. Et donc, c'est là-dessus que moi j'ai travaillé et je vais vous présenter aujourd'hui deux questions sur lesquelles je me suis penchée tout particulièrement. Donc, l'effet de la revégétalisation sur les communautés animales. Est-ce que déjà il y a un effet et si oui, est-ce qu'il est positif ou négatif? Et ensuite, il y aura une deuxième question qui sera plus courte, qui est en fait une sorte de zoom de la première, qui sera de parler des caractéristiques environnementales qui influencent la répartition des espèces.
Donc, on va commencer par la première question, l'effet de la revégétalisation. Donc déjà, on va considérer la mine comme trois modalités principales. La mine revégétalisée, donc comme on le voit, qui a quand même un stade forestier un petit peu plus avancé, et la mine non revégétalisée, qui est visiblement différente en fait. Et la forêt adjacente naturelle, donc le pourtour de la mine, va être considéré comme le témoin sur, toute la durée sur toute la durée de l'étude. Pour répondre à cette question, il y a deux méthodologies qui ont été utilisées. La première, les transects, et ensuite des pièges photographiques. Les transects, on en a utilisé deux types. Donc déjà des transects rectilignes, ce que vous voyez en orange sur la carte. Donc 100 mètres devant soi, marcher et récupérer des indices de passage. Le but de ces transects, c'était de voir si les animaux passaient, plus particulièrement les grands ongulés, mais surtout si ils avaient des activités sur la mine. En fait, si, s'ils venaient pour manger, pour marquer leur territoire, peu importe, mais si c'était autre chose que juste du passage, traverser la mine et rien y faire. Et donc, tous les indices repérés sur ces transects ont été récupérés, enfin, les points GPS ont été récupérés. Et du coup, cette année, on a fait une deuxième méthode d'échantillonnage, notamment à cause de l'encombrement de la mine, à cause de la végétation spontanée, en fait, qui revient notamment dans la partie non revégétalisée. C'est très compliqué de se déplacer. Et donc, en fait, il y a des transects horizontaux qui ont été tracés et qui ont été découpés en placettes. C'était une autre méthode pour récupérer les indices et c'était couplé avec une étude botanique, mais que je ne traiterai pas du tout ici. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples des indices qu'on a récupérés. Donc, quand je parlais d'indices de passage de vie, on parle donc des abroutissements. C'est la majorité de ce qu'on a récupéré. On voit assez mal, mais c'est juste les traces que laissent les herbivores quand ils viennent brouter des feuilles, des choses comme ça. Tout en haut, la photo 4, c'est ce qu'on a, enfin, en tout cas ce qu'on appelle plus ou moins les cassés tapirs. Ça fait partie des traces d'abrutissement. C'est quand un tapir va venir sur les arbres avec un tronc d'un diamètre assez petit. Et pour manger les pousses au bout, ils vont prendre dans leur bouche le tronc, le casser et manger les feuilles au bout. En fait, ça laisse des traces très caractéristiques qui permettent de savoir que c'est vraiment un tapir qui a mangé les feuilles et pas forcément une biche. Ensuite, on a trouvé également des traces de frottement, des bois, des biches, c'est la photo 3, et beaucoup de crottes. Et également, je parlais tout à l'heure des espèces qui étaient replantées et qui pouvaient avoir un pouvoir attractif sur les animaux. Ici, ce sont les gousses d'Inga et d'Ulysse qui ont été utilisées pour la revégétalisation de la partie nord. C'est ce qu'on appelle vernaculairement le pois sucré, donc qui avait potentiellement un pouvoir attractif pour les animaux et visiblement qui est consommé par certains. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces petits indices? Déjà, quand on regarde le tableau en haut à droite, on voit qu'il y a plus d'indices qui ont été récupérés dans la mine. C'est indépendant du fait du nombre de plantes qu'on trouve. En fait, il y a une végétation spontanée dans la partie basse qui permettait aux animaux de manger, de brouter s'ils en avaient envie. Mais donc, c'est pas le fait que ça a été revégétalisé qui, qui fait qu'on voit plus d'indices. Donc là, c'est une carte de chaleur des traces d'abrutissement. Donc, quand les herbivores viennent brouter, on voit qu'il y a un cluster très important au nord et bon, un petit au sud, mais que je traiterai plus tard. Et ça, c'est donc toute trace d'abrutissement confondue. Et quand on prend les traces spécifiques au tapir, vu que c'est l'animal qui nous intéresse le plus, on retrouve à peu près le même pattern avec la partie la plus fréquentée qui se retrouve là-haut et la partie sud encore qui a quelques fréquentations, mais encore pour autre chose. Et donc, ce qu'on peut dire en regardant ces cartes, c'est que déjà, la répartition des traces de passage n'est pas du tout homogène. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a bien un impact de l'environnement sur le choix des animaux, sur est-ce que je vais passer par là ou par là, qu'est-ce que je vais aller manger.
Et visiblement, notamment sur la carte des abrutissements, il y a quelque chose de plus attractif du côté revégétalisé pour les herbivores. Enfin, en l'occurrence, les grands ongulés. Donc ça permet, oui, ça permet de dire que déjà, il y a des différences dans le choix pour cette partie. Après, pour essayer d'avoir plus une idée de la structure des communautés, vraiment en prenant en compte toutes les espèces, il y a des pièges photographiques qui ont été utilisés. 69 au total, ça a été sur des périodes de 3 mois à chaque fois. Donc 2 fois 3 mois en 2023 et 1 fois 3 mois en 2024. Il y a une autre session qui arrive la fin d'année. Et pendant cet échantillonnage, en fait, les pièges photos tournaient en continu pour prendre en photo bah, tout ce qui passait, en fait. Et ensuite, les enregistrements ont été traités pour faire en sorte que 2 vidéos consécutives avec un pas de temps inférieur à 1 heure étaient considérées comme un seul animal qui passait. Et la plupart des analyses ont été faites en étendant les données aux 100 pièges photo. Comme on voit, en fait, les jours de fonctionnement ont été différents entre les modalités. C'est dû notamment bon, bah, au fait que facteur aléatoire, des fois, il y a des pièges photos qui s'arrêtent, des fois la carte SD qui n'enregistre plus. Et donc voilà. Et en fait, sur les photos, on voyait donc des images, vous voyez des captures d'écran ici. On associait à chacune des vidéos une espèce. Et c'est à la base de ces données qu'on a fait toutes ces analyses. Juste une chose, excuse-moi, Et donc, c'est corrigé par rapport au nombre de jours de fonctionnement après vos tout à interprétations fait. ou pas? D'accord. Ok. Euh, oui, pour la grande majorité des analyses. Notamment bah, la première que je vais montrer après, non, ça n'a pas été étendu parce que c'est la richesse spécifique. Donc ça ne s'étend pas. Mais pour toutes les analyses de biodiversité qu'on a fait ensuite, c'était étendu du coup, au 108 pièges en fait. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on voulait voir avec ces pièges photos, notamment, est-ce qu'il y avait des différences entre bah, la mine non revégétalisée et la mine revégétalisée? Pour regarder ça, l'indice le plus simple à regarder en premier, c'était la richesse spécifique. Donc, toujours avec la forêt comme témoin, on voit qu'il y a bon, beaucoup plus d'espèces dans la forêt. Donc, même avec la revégétalisation, au bout de 4 ans, on en est encore loin. Et la mine revégétalisée et la mine non revégétalisée sont à peu près sur le même ordre de grandeur, avec légèrement plus d'espèces qui ont été vues en mine revégétalisée. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir qu'il y a 8 espèces qui sont timides, qui vont pas du tout aller dans la partie qui a été exploitée, euh, y compris des espèces enfin, qui ont un impact sur la structure des écosystèmes, notamment le pécari à lèvres blanches, et bah, parmi les grands ongulés aussi le daguet gris. Et en fait, ça appuie l'intérêt de rapidement revégétaliser pour avoir ces espèces qui sont plus bloquées par les trouées dans la forêt. Et je voudrais aussi rapidement appuyer sur le coandou. C'est un, c'est un porc épic arboricole qui, lui, a été vu 0 fois en 2023 et ensuite entre 5 et 10 fois en 2024. Juste sa présence montre que le suivi temporel sur la mine, c'est important de le faire parce qu'on voit aussi le retour des espèces. On voit enfin, qui revient quand et peut-être du coup associer ça dans le futur avec certaines caractéristiques environnementales. Et donc la richesse spécifique, c'est bien, mais ça ne permet pas de voir dans quelle proportion est-ce qu'on trouve quelles espèces. Et pour voir ça, voilà, c'est une carte des pourcentages de fréquentation des espèces principales en fonction des modalités. Première chose qu'on peut voir, c'est que bon, il y a eu beaucoup plus d'enregistrements en forêt. C'est encore une fois pas très surprenant. Et on peut voir qu'il y a en effet des différences de structure entre la mine revégétalisée et la mine non revégétalisée. Notamment, on a eu beaucoup plus de félins dans la partie non revégétalisée. Et plus intéressant pour notre cas, il y a eu des grosses différences entre la proportion des grands ongulés qui ont été vus dans la mine revégétalisée et dans la mine non revégétalisée. On est passé de 8 à 18% pour les biches, donc les daguets rouges, et de 7 à 24% pour les tapirs. Donc déjà, ça indique qu'il y a potentiellement quelque chose qui est attractif
pour les tapirs et pour les biches du côté de la mine revégétalisée. Et, euh, et c'est en fait sur ça qu'on va travailler pour voir quelles sont les caractéristiques qui potentiellement sont attractives. Mais déjà, pour s'occuper de la structure, donc on voit qu'il y a une différence de structure. Et est-ce que cette différence, elle est positive ou négative pour la santé globale de l'écosystème? En général, on associe cette santé d'écosystème à la diversité spécifique, qui se définit comme la richesse spécifique qu'on a vu juste avant, et l'équitabilité. Donc l'équitabilité, c'est l'homogénéité de la répartition des individus au sein des espèces d'une communauté. Par exemple, si on a une communauté avec trois espèces, trois individus, c'est équitable. Si on a la même communauté, mais avec une espèce super dominante, l'équitabilité diminue. Et pour représenter graphiquement la diversité spécifique, je vous présente un profil de diversité. C'est c'est une représentation qui est faite à partir des indices de diversité classiques, donc richesse spécifique, Shannon et indice de Simpson, et qui permet vraiment de voir rapidement déjà si les environnements qu'on regarde sont comparables. Euh, Là, juste du fait que les courbes ne se croisent pas, on peut dire qu'on a des environnements qui sont comparables. Et ensuite, elle permet de classer dans un ordre du meilleur au pire, entre guillemets, les diversités spécifiques des sites. Et donc là, on voit que bon, la forêt a évidemment la meilleure diversité spécifique, mais que la seconde est donc la mine revégétalisée et ensuite la mine non revégétalisée. Donc ça peut permettre de dire que la revégétalisation a permis en fait de tirer plus rapidement le profil de diversité de la mine revégétalisée pour qu'elle retourne vers son état initial. Excuse-moi, je t'interromps encore. Rappelle-moi juste les plantations de fixateurs là, d'arbres, elles ont quel âge? 3 ans? 4 ans? Comment, pardon? Non, je dis, excuse-moi, les plantations revégétalisées, elles ont quel âge déjà? Pour voir avoir 4 un ans. peu un ordre. 4 ans, ok. Et voilà. Déjà, avec ces analyses, on peut voir que, il y a eu un impact sur la structure des écosystèmes de la revégétalisation et que cet impact, d'après le profil de diversité, il a l'air positif. Et ensuite, on va passer à la deuxième question. Donc, je vous disais, c'est un zoom de cette première question. Les caractéristiques environnementales qui influencent la répartition des espèces. En fait, jusqu'ici, j'ai parlé des modalités comme trois gros patchs, revégétalisés, non revégétalisés et la forêt. Mais en fait, quand on regarde plus précisément, ce sont des milieux qui sont plutôt hétérogènes. Notamment, là, vous regardez dans la mine revégétalisée, on se retrouve des fois avec des zones qui sont sol nu alors qu'on est dans une partie qui a été replantée. Ça va jusqu'à la forêt, etc. Et donc, l'idée était d'essayer, avec les données de 2024, de relier la fréquentation par certaines espèces des environnements proches des pièges photos à des critères qu'on leur associe. Donc pour faire ça, au moment des passages près des pièges photos, on a essayé de caractériser ces environnements proches avec une liste de critères qu'on avait écrite en amont, des critères issus de la bibliographie et des observations de terrain, de caractéristiques qui semblaient avoir un impact à vue de nez sur le choix des espèces, ce qui est attractif et ce qui est répulsif. Pour les expliquer rapidement, donc la proximité de la lisière, en fait, c'est relié à ce qu'on a vu sur les cartes de chaleur notamment. Le fait qu'on avait des clusters d'espèces dans des zones avec un effet lisière plus fort parce que la distance entre les lisières était plus étroite en fait, dans cette zone. Potentiellement, ça pouvait avoir un impact. Ensuite, l'accès à l'eau, comme on voit sur la photo 3. La facilité du déplacement. Bon, c'est difficile de se rendre compte, mais sur cette photo, la photo 2, on est à côté d'un énorme talus qui sépare la partie exploitée de la forêt. Il y avait des endroits avec des pièges photos qui étaient plus encaissés, plus encombrés par la végétation, donc potentiellement pour certaines espèces, ça peut avoir un impact. La couverture herbacée et si le sol était nu ou pas, donc ça on le voit sur la photo 1. Il y a des zones voilà, où on voyait directement la terre et il y a des zones qui étaient complètement recouvertes par les herbacées. Le type de végétation, on a utilisé une classification un peu entre guillemets grossière des strates de forêt tropicale qui permettait de classer de 0 à 2. Est-ce qu'on a
rien du tout, que des espèces pionnières, ou si on commence à avoir des troncs d'un certain diamètre. Ce que j'ai défini comme l'exposition du milieu, c'est l'ouverture de la canopée en fait. Est-ce qu'on est dans un milieu qui est complètement ouvert où on voit très très loin ou est-ce qu'on est dans un endroit un petit peu plus encaissé? Un peu en lien, donc les bosquets forestiers plantés qui étaient donc les endroits qui étaient évidemment les plus refermés. Et ensuite, les zones marécageuses et la présence de Cecropia et Pterocarpus. Ça, c'était des critères qu'on a rajoutés par rapport au tapir spécifiquement. Les zones marécageuses, ça rejoint ce que je disais au tout départ avec la restauration écologique. Si les tapirs aiment aller faire leurs crottes dans des marécages, bon, bah, potentiellement, ça pouvait être un facteur attractif. Et Cecropia et Pterocarpus, ce sont des plantes qui quasiment systématiquement étaient trouvées cassées par les tapirs sur la mine. Donc potentiellement, est-ce que juste ils passaient et les mangeaient au passage ou est-ce que ça les attirait? C'est ce qu'on a essayé de voir. Et pour voir ça, on a fait tourner, en fait, enfin, j'ai fait tourner plein de modèles linéaires pour essayer d'expliquer la fréquentation en fonction de ces critères. Et je vais vous présenter celui qui a le mieux fonctionné pour le tapir. Donc, selon ces données, il y a un critère attractif qui a été retenu et deux critères répulsifs. Le critère attractif étant l'effet lisière, donc ce dont je parlais avec la distance à la forêt. Et deux critères négatifs, enfin répulsifs, la présence d'herbacées et l'exposition du milieu, donc l'ouverture de la canopée. Ça, ce sont des modèles qu'on peut faire tourner sur plein d'espèces différentes avec plein d'autres critères différents. Et l'idée était d'essayer de cibler les points sur lesquels il était intéressant de travailler pour essayer de voir comment créer des milieux qui soient attractifs pour les espèces qui nous intéressent. Pour conclure et résumer un petit peu ce que j'ai dit jusqu'ici, donc on a parlé de l'effet de la revégétalisation, donc, qui était positif et qui augmentait surtout la diversification spécifique, et des caractéristiques environnementales qui influencent la répartition des espèces, en tout cas pour le tapir. Le critère le plus important, c'était l'exposition du milieu. Et ce qui rejoint un petit peu l'idée de ce qu'on avait au départ avec toutes ces espèces forestières enfin, qui n'allaient pas dans la mine. Et avoir des résultats comme ça ouvre pas mal de perspectives et aussi de recommandations, entre guillemets. Notamment, je reviens sur le cas du Koandou, l'importance d'un suivi temporel des mines. Ça permet de voir bah, qui revient quand et c'est quand même enfin, relativement important. Également, c'est une expérience qui a réitéré sur d'autres mines. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur un seul site minier. Euh, enfin, le retour de la faune, il suit celui de la flore, mais il est aussi hyper dépendant de tous les pools d'espèces qu'on va trouver autour de la mine. Donc, c'est important de pouvoir comparer les résultats sur Creek Jaguar avec éventuellement sur d'autres mines dans le futur. Et en dernier, donc, une adaptation de plusieurs choses potentiellement. Les modalités d'ouverture, donc je parlais tout à l'heure de la distance entre les lisières qui avait un impact sur l'attractivité des mines. Potentiellement, faire des mines plus étroites peut permettre une restauration écologique plus rapide sur le long terme. Et, euh, et en parlant de restauration écologique, du coup, peut-être une adaptation aussi des modalités, ou en tout cas de la recherche sur les pourcentages de revégétalisation qui sont intéressants à faire. 30%, peut-être que c'est largement assez pour faire revenir des tapirs, mais peut-être aussi que c'est beaucoup trop peu pour avoir un processus de restauration qui soit vraiment efficace. C'est là-dessus que je termine ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Ben, bravo, super boulot. C'est bien parce que Merci. au niveau des mines, bon, ça fait pas mal d'années qu'on travaille dessus avec Solicaz et on commence maintenant à avoir pas mal de recul. Ce qu'on voit, là, tu apportes des éléments complémentaires sur surtout tout le travail préalable qui était fait au niveau du fonctionnement du sol. Maintenant, on sait qu'il faut entre 6 et 7 ans pour réenclencher les cycles du carbone et de l'azote dès lors qu'on fait des opérations d'ingénierie écologique fine avec toutes ces fameuses espèces
dont tu as parlé, et notamment des fixateurs d'azote, mais maintenant avec d'autres espèces qui fixent pas l'azote, mais qui peuvent être assistées via ce qu'on appelle des bactéries PGPR, donc pas forcément symbiotiques, c'est-à-dire qu'elles rentrent pas dans les racines. Donc 6-7 ans pour récupérer des fonctions du sol. Sur le carbone du sol, on a vu que l'exploitation minière, elle entraînait une perte de 50% des stocks de carbone du sol. Et avec ces opérations d'ingénierie écologique, toujours avec ces fixateurs, tout ça, on voit que avec les modèles qu'on a fait, il faudrait à peu près 70 ou 80 ans pour récupérer les stocks de la forêt originelle. Bon, ce n'est pas de temps assez long, mais d'un point de vue temps géologique, globalement, c'est rien, quoi. Et puis là, on voit qu'au bout de 4 ans, alors que les arbres sont quand même assez bas, malgré tout, parce qu'il leur faut quand même, on le sait, hein, il faut une bonne année, ça végète pendant une année, puis après le flèche de croissance se fait au bout d'un an parce que les arbres se sont enracinés, on commence à avoir des bestioles qui reviennent, qui disséminent les graines, donc je trouve que c'est super encourageant. Et effectivement, ça, William, on pourra en parler, on avait vu qu'effectivement, il y a des effets de lisière à la fois pour la revégétalisation, et puis là, tu le montres aussi pour le déplacement des bestioles. Et c'est vrai que dans les préconisations, il faut faire des flats c'est sur des flats assez étroits que ça marche le mieux. Je ne sais pas si William, tu as quelque chose de plus à dire par rapport à ça. Après, juste pour ajouter quelques suppléments, cette étude aussi, elle vient complémenter, enfin, oui, complémenter, compléter d'autres études avec d'autres bioindicateurs. Donc, tu as parlé de la restauration de la fonctionnalité du sol. Donc, ça, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on mesure aussi à travers d'autres projets, à savoir si c'est revégétalisé, bah, l'activité microbiologique des sols revient mieux, etc. Ça, c'est une première chose. On a travaillé aussi avec le CNRS sur le retour des communautés de fourmis où on s'est rendu compte que 2 ans après revégétalisation, bah, plus de 90% des espèces de fourmis étaient toujours des espèces de milieu ouvert et qu'au bout de 4 ans, bah, ça descend à 50% et où les restes des 50%, bah, c'est soit des forestières strictes, soit c'est des forestières opportunistes. Donc, Opportuniste, ouais. et bah, du coup, ça vient en complément de cette étude-là. Donc, ça fait tout un panel de bioindicateurs qui convergent au final. Ouais, c'est super. Franchement, c'est super. Et oui, moi je voulais juste rajouter une chose. C'est vrai que là, on est parti sur le rôle des animaux en tant que disperseurs de graines, mais il y a pas mal d'études aussi maintenant qui commencent qui insistent sur leur rôle en tant que disperseurs de nutriments aussi, parce que dans les crottes, il n'y a pas que des graines, il y a de l'azote, il y a du carbone, et il y a de plus en plus d'études qui commencent à montrer ça sur pas mal d'espèces. Alors bon, là, ça commence, c'est doucement, hein, c'est pas, mais on a trouvé quand même. Ils transportent des choses sous leurs pieds, ils transportent peut-être des champignons. Il y a des gens qui parlent de propagule d'écosystème maintenant dans les grottes. Alors, c'est un bien grand mot, mais voilà, c'est pas que les graines, c'était l'idée de départ. Et maintenant, peut-être qu'on peut aussi presque élargir sur vraiment ce transport de ce flux de nutriments qui est vraiment facilité par la fréquentation des animaux en général. Ton intervention a laissé le public sans voix. Est-ce que quelqu'un a, a des questions ou des commentaires sur l'exposé? Ou dans le online aussi? Je sais pas si c'est clair. Je vois qu'il y a Pierre-Michel. Tu n'as rien à dire, Pierre? Pierre-Michel? Bonjour. Pour le suivi temporel, tu as parlé de machin porc-épic, là, j'ai oublié son nom. Euh, et pour les autres, parce que là, bah, le porc-épic, tu dis on passe de zéro on l'observe. Est-ce que pour les autres aussi, au cours des 4 ans, on a vu une augmentation des effectifs ou est-ce que finalement, dès le départ, quand vous avez commencé, vous avez vu plus de monde par rapport au temporel? Euh, j'ai pas spécialement regardé en différenciant les 2 années pour la majorité des espèces. Après, par contre, il y a des espèces qu'on a vu revenir aussi sur la partie revégétalisée que j'ai pas présentée parce qu'on les a vues moins de fois. Notamment, bah, on a vu Quata, Capucin, mais ce sont celles qui ont le plus surpris en fait. Après, ça peut être une orientation aussi que de diviser soit par année, soit par saison ces analyses. Mais moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus pour l'instant. Ok. Juste pour compléter, pour ceux qui n'ont jamais été sur une mine qui a été revégétalisée, le niveau de végétation à 2 ans, à 3 ans ou à 4 ans, on voit énormément les différences. On a, entre 3 et 4 ans, on a sûrement un doublement de la biomasse qui est produite.
Du coup, là, ce qui est intéressant avec le coin c'est que c'est une espèce qui est strictement forestière. Et du coup, le fait qu'on ne l'ait pas vu quand les arbres étaient encore jeunes, qu'on n'a pas fait forcément une belle canopée de l'ombrage, il ne l'a peut-être pas fait venir. Et là, les dernières mesures montrent que c'est revenu. Donc, ça serait intéressant de voir s'il y a d'autres espèces strictement forestières qui reviennent sur les jeunes revégétalisés, quoi. Ouais, merci pour la présentation. Moi, j'étais surpris que tu ne parles pas des agoutis, parce que les agoutis, ils ont été démontrés au Panama que ce sont des très bons disperseurs, notamment de grosses graines. Parce que bon, eux, ils les bouffent, hein, mais souvent, ils vont les enterrer, en fait. Et des fois, ils les oublient, donc ils dispersent beaucoup les grosses graines. Est-ce que vous voyez beaucoup d'agoutis sur votre site? Et est-ce qu'il y a une différence entre la partie revégétalisée et celle qui ne l'est pas? Oui, en fait, les agoutis, c'est la majorité de ce qu'on voit, que ce soit sur les trois sites, en fait, quand on... Je sais pas comment on fait. Bon, je ne sais pas retourner en arrière. Mais sur la partie avec les trois diagrammes de fréquentation, en fait, la majorité des observations sur les trois sites, c'est ce que j'ai regroupé comme les mammifères moyens, donc tout ce qui est agouti, akouchi, paca. Ah, c'était ça. Toute la partie en vert, en fait, chez les trois. Euh, on s'est pas intéressé aux agoutis, bah, déjà par choix, parce que moi, je suis arrivée en cours de projet. Mais c'est aussi des disperseurs. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de bibliographie sur la dispersion par les agoutis. Ouais. Ouais, et des fois, ils Euh, vont les planter et pour les bouffer plus tard, et des fois, ils les oublient, quoi. Et au Panama, ils avaient montré que autour de palmiers qui avaient des très grosses graines, enfin, ils étaient surpris de voir à quel point des fois ils dispersaient des machins, quoi. C'était des centaines de mètres. Donc, ils sont considérés comme d'excellents disperseurs. Il y avait même un article qui disait c'était les agoutis qui ont sauvé la forêt amazonienne. Ouais, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà. Donc, apparemment, ils font un bon boulot, quoi. Et peut-être qu'on les voit souvent, enfin, tu sais, entre les, enfin, ici, là, par exemple, en dehors de la forêt. Donc, peut-être que sur les parties non revégétalisées, c'est peut-être eux qui vont faire beaucoup le boulot, quoi. oui, oui, c'est sûr qu'ils ont un rôle à jouer. Après, oui, c'est par choix et c'est aussi parce que c'était assez surprenant de voir ce nombre de tapirs en, en mine revégétalisée. Ce n'est pas non plus l'espèce la plus courante, contrairement aux agoutis. Il y a Pierre Michel en ligne, si tu veux poser la question. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Euh, oui, la remarque sur la boutique est tout à fait vraie, mais il y a aussi la couchée, mais bon, c'est un autre domaine. Euh, Tu l'as dit à la fin de la présentation, vous avez vu les différents primates. Il y a des études très importantes qui ont été menées en Amazonie qui montrent que les premiers, disons, les espèces les plus importantes pour refermer la canopée, c'est aussi tous les primates. Donc, dès qu'on a une végétation un peu haute et puis des ressources, on va avoir tous les primates qui vont revenir. Et tu mentionnes également le quata. Et nous, toutes nos études aujourd'hui qu'on a réalisées sur Bonaventure montrent qu'on a pratiquement une diversité tout aussi équivalente à celle qu'on trouve au Nurag. Et ce qui change, oui, c'est en effet l'équitabilité. Donc, à partir du moment où on maintient de la forêt en bon état à proximité des zones orpaillées, notamment en diminuant la pression sur les arbres, les espèces qui sont coupées, parce que tout autour, là, il y a aussi beaucoup de déforestation, il ne faut pas le négliger. Et dès qu'on a de la déforestation, on a moins de ressources, donc ça limite aussi les possibilités de recolonisation. Donc, il est extrêmement important de prendre en compte également tout ce qui est effet de bordure dans ces zones-là et de savoir si la forêt qui finalement entoure toute cette zone orpaillée est encore propice à accueillir des animaux qui vont participer à la revégétalisation. Et juste un petit point supplémentaire par rapport à ce que tu as dit. Moi, je n'attends pas trop du tapir en termes de recolonisation sur ces zones-là, puisqu'il est essentiellement herbivore. Cécile, je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis les grosses graines, il y en a très peu de très grosses graines qui sont transportées par les tapirs. Ce sont surtout des petites graines et peut-être des palmiers comme le maripa, mais le maripa, il n'est pas vraiment de forêt, donc c'est pas le plus important. Et c'est surtout les primates qui vont avoir un rôle important, puis les oiseaux. Et dans toute la forêt de Bonaventure, on a quand même vu énormément d'agamis, et eux aussi vont pouvoir y contribuer. Donc, en tout Et cas, ce sera intéressant de comparer vos données avec les nôtres pour la suite. Pierre, Pierre Michel, ta forêt de Bonaventure, c'est quoi? C'est une zone impactée, ancienne zone Oui, c'est la forêt qui est pas très loin, hein. C'est pareil, c'est sur la zone
de Bézons, et il y a toute la zone de la crique Bonaventure qui a été repaillée, qui a été pas vraiment revégétalisée, mais ils ont reconstitué le cours de la crique, et il y a une végétation qui a 30 ans aujourd'hui, et c'est du recrue de 30 ans, et c'est très intéressant parce qu'on y retrouve maintenant toute la faune habituelle qui se trouve dans la zone forestière la moins impactée par l'exploitation qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années également. Donc, ça montre qu'en 20 ans, en 30 ans, la faune peut vraiment réinvestir le lieu et puis, à son tour, disperser toutes les graines si, bien sûr, les arbres ont été maintenus. Hein. C'est ça le plus important, c'est de maintenir les arbres avec les graines et ensuite, oui, d'avoir aussi les disperseurs, les vecteurs. Donc, en 20 ou 30 ans, on peut avoir une forêt qui se reconstitue, peut-être pas à l'identique, c'est certain, mais en tout cas assez rapidement finalement. C'est ce qu'on voit à Paracou, en fait. Hein. C'est ce qu'on a vu à Paracou. Je voulais juste dire aussi qu'il y avait un facteur, on parle de Bonaventure et de Cric Jaguar, donc qui sont deux sites qui sont très proches, mais il y a un facteur aussi qui est très important, c'est la chasse. Ah oui. Parce que Bonaventure est protégée, parce que voilà, il y a des personnes qui font en sorte que cette zone elle soit protégée, ce qui n'est pas le cas de Cric Jaguar, où on a pu observer d'ailleurs sur plusieurs pièges photos une activité de chasse. Mhm. Donc, Mhm. donc il y a aussi, enfin, il y a Absolument, plein ouais. de paramètres à prendre en compte, je pense, qui dépassent un peu juste ce qui se passe sur le site. Mais là, Notamment aussi, on parle de la chasse, mais on parle aussi de l'orpaillage illégal. Ça, on n'en parle pas non plus, mais sur certains sites, il y a de l'orpaillage illégal tout autour, et je pense que ça a une énorme influence aussi sur l'activité qui chassent eux aussi, sur l'activité des animaux sur ces sites-là. absolument. Merci. Et la zone Bonaventure, juste pour préciser, c'est quand même pas une zone très étendue. Hein. Il y a toute la zone qui est périphérique à Bonaventure, qui est du domaine, et elle, cette zone-là est tout à fait accessible aux chasseurs. Même ça pose même peut-être d'éventuels problèmes pour les touristes, les écotouristes qui sont à proximité de Bonaventure, parce qu'ils sortent de Bonaventure, ils sont dans une zone totalement ouverte à la chasse. Hein. J'ai une question sur les félins. Bon, je suis complètement néophyte, hein, donc ça se trouve c'est trivial, mais il y a beaucoup plus de félins dans la zone non végétalisée. Est-ce que c'est juste parce que pour eux c'est un terrain de chasse facile et ils peuvent, je sais pas, avoir plus de succès dans leur chasse? Et est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif? Alors, c'est comme ça qu'ils font. Mais est-ce que ça peut ralentir davantage, comparément à un endroit où ils peuvent se planquer un peu les grosses bestioles là, la revégétalisation, comment t'as dit ça là? Ouais, le retour de la belle forêt, machin. Voilà. Du coup, c'est pas moi dans cette salle la spécialiste des félins, mais j'imagine que ça a sûrement un impact, le fait qu'il y ait plus de félins et plus particulièrement de carnivores à un endroit. Après, moi, c'était pas vraiment mon sujet. Après, les félins, en fait, on les voyait surtout utiliser les pistes pour se déplacer. C'était, j'imagine que c'est plus facile quand eux sont moins prédatés de prendre les passages complètement ouverts, alors que bon, pour les autres, c'est plus dangereux. Mais après, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je me suis penchée. Oui, oui, non, c'est tout à fait. C'était une question d'ouverture de milieu, je pense, qu'ils fréquentent, qui leur facilite leur déplacement. Et donc, mais après, est-ce que ça va jusqu'à impacter le retour là, on va pas se lancer dans des interprétations comme ça. Je voulais juste reboucler sur l'ensemble, le choix des espèces. Bon, d'abord, Cléo, elle n'a pas tout présenté. C'est vrai que, j'avoue, c'est ma faute si on a bien focalisé sur le tapir. Ça vient de pas mal d'études Amérique du Sud qui focalisent pas mal sur le rôle. Alors, l'agouti, évidemment, c'est connu depuis plus longtemps, depuis très longtemps. Le tapir, maintenant aussi, est beaucoup mis en avant dans son rôle de revégétalisation après les grands feux en Amazonie, par exemple. Il y a pas mal d'études au niveau amazonien qui ont montré l'énorme augmentation de fréquentation des tapirs dans des zones après des grands feux. Parce que pour un peu les mêmes raisons, ils viennent brouter des choses les plantes qui sont accessibles. Ils sont aussi quand même reconnus, il y a beaucoup de publis sur le dernier mégafaune, effectivement, qui peut encore disperser justement des grosses graines.
et à longue distance. Donc oui, l'agouti aussi, un peu plus sur des petites distances. Donc c'est pour ça aussi. Et en plus, c'est une espèce vulnérable. Tout ce qu'a dit tout à fait à juste titre Julie et Pierre-Michel aussi. Bien sûr, c'était notre idée de base. Il ne s'agit pas de dire youpi, il y a des mines, c'est pour ça qu'il y a plein d'animaux. C'est parce que la faune autour est bien conservée et bien présente qu'ils vont jouer leur rôle et venir jouer potentiellement leur rôle de réensemencer, de réamener des graines, etc. Bien sûr, l'idée, c'était aussi de mettre enfin, le tapir en avant, c'était aussi ce rôle de conservation. L'agouti, alors, il jouera peut-être son rôle plus facilement et plus longtemps parce que du coup, il est présent un peu partout. Même quand la forêt autour est très chassée et très dégradée, il y aura toujours des agoutis. Il n'y aura pas forcément encore beaucoup de tapirs ou de mazamas. Bon, voilà. Après, là, elle ne pouvait pas tout présenter. L'étude n'est pas finie, mais un peu l'analyse qu'elle a fait sur le tapir, bien sûr, on pense après la décliner sur les autres espèces. Les deux espèces de daguets, par exemple, c'est assez marrant de voir comment les biches rouges viennent assez facilement dans la mine alors que les gris pas du tout. Bon, voilà, ça apprend plein de trucs sur l'écologie de la faune aussi. Et sur la facilité, c'est vrai que c'est pas ressorti sur le tapis. On va voir si ça. Je pense faudra bien creuser sur la description, la facilité d'accès. Je pense que c'est quand même vraiment un truc qui devrait ressortir un moment ou à l'autre. Pour l'instant, c'est du feeling de terrain. L'analyse l'a pas sorti, mais quand même, les endroits où on voyait beaucoup de tapirs passer, c'était des coulées faciles de sortie de forêt. Et à côté, il y avait des tas d'andins ou alors des énormes talus. Et ben, curieusement, il n'y a rien qui sort. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui peuvent être améliorées dans la prise en compte de la remise en état de la mine auquel on ne pensait pas forcément. Hein. Nous, on en parle aussi en bord des pistes. Des fois, on voit des pistes qui sont entretenues et ils mettent tous les andins parallèles à la piste. Ça fait des méga barrières. Non, il faut laisser des sorties. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut montrer avec. Là, c'est pas ressorti sur le tapir, mais parce qu'on n'a peut-être pas assez de pièces photos. Bon, on peut imaginer d'autres protocoles qui affineront un peu cette analyse finale là qu'elle a mis sur le tapir en exemple. Et puis, ouais, c'est une espèce emblématique d'une forêt en bon état. Alors que les agoutis, on s'en fout. Mais je suis entièrement d'accord. Je dis ça pour rigoler. Mais bien sûr, ils ont un rôle évidemment très connu et tu as tout à fait raison. Et même, ça a été sous-estimé pendant longtemps, la distance de dispersion. Je crois qu'il a montré au Panama justement que ça pouvait être redispersé plusieurs fois et donc redécouvert la cache par une autre et donc qui redisperse encore plus loin. Donc finalement, ouais, voilà. Donc finalement, des distances de dispersion assez importantes, plus importantes que ce qu'on croyait avant. Quoi. Par contre, voilà, le tapir, c'est vrai qu'il est aussi très mis en avant pour ce rôle de jardinier de la forêt, un peu comme l'agouti. En tout cas, hein, pour juste me répéter, je trouve ça super parce que enfin, il y a quand même un signal à 4 ans, quoi. Il y a un signal sur les animaux à 4 ans, quoi. Et ça, c'est pas mal. Alors, moi, c'est pas spécialement une question. C'était très intéressant pour moi parce que je travaille aussi sur cette thématique-là. D'ailleurs, il faudra qu'on discute après ensemble. Non, c'était plus pour apporter peut-être, pour élargir un petit peu pour ceux qui connaissent peut-être pas toute la thématique minière. Là, on voit que la 30% de revégétalisation, c'est ce qui est imposé à des miniers à l'heure actuelle. Et là, ça nous montre, voilà, est-ce qu'il faudrait plus, enfin, ça nous ouvre des questions, est-ce qu'il faudrait plus, etc. On voit, et c'est ce qui était dit, qu'à 3, 4 ans, 5 ans, on voit revenir une faune, etc. Donc, on voit que d'un point de vue terrestre, écosystème terrestre, on arrive à récupérer. Par contre, là où c'est pas bon, et c'est toujours pas bon à l'heure actuelle, c'est la réhabilitation du cours d'eau. Et là, ce qui est imposé aux miniers à l'heure actuelle n'est pas du tout bon parce que rien ne leur est imposé. Et il faut savoir que, enfin voilà, on reste dans un écosystème global et que c'est sur ce point-là qu'il faudra aussi améliorer les choses. C'était juste pour ouvrir et remettre dans un contexte, sachant que dans une réhabilitation, il y a le volet terrestre et puis il y a le volet aussi aquatique et du cours d'eau et qui met également beaucoup de temps s'il n'est pas aidé et si une réhabilitation n'est pas faite à minima. Ne revient pas tout seul. Et comme on impose des choses d'un point de vue terrestre, il faudra également que les réhabilitations des cours d'eau soient améliorées dans le futur, parce qu'on est sur un écosystème global. Bonne remarque. Donc là, effectivement, le stage de Cléo, là, c'est basé sur la faune terrestre. Je parlais
tout à l'heure de d'autres indicateurs qu'on mesure. Et il y a un projet en Guyane qui s'appelle Rescrior. Donc, il y a une première phase qui s'est terminée. C'était un projet de 2 ans sur la restauration des cricorps paillés et d'essayer de voir comment on pouvait réhabiliter au mieux les cours d'eau pour que ça fonctionne le mieux derrière d'un point de vue, on va dire, hydromorphologie, mais aussi d'un point de vue retour des communautés aquatiques via des études d'invertébrés que fait ONICA. Ce projet sera potentiellement continué. Du coup, ça donnera des pistes sur quel est le meilleur système de réhabilitation des cours d'eau. Ça viendra en parallèle. Et juste pour compléter aussi, parce que Cléo l'a dit tout à l'heure, en parallèle de cette étude terrestre faunistique, on a fait aussi appel à Giacomo. Il y aura tout un volet BOTA, en fait, pour savoir si la régénération des pousses qui intervient sur les zones revégétalisées sont issues des plantes qui ont été semées lors du processus de la revégétalisation assistée, ou alors c'est vraiment les animaux qui les ont amenés, quoi. Donc, on n'a pas encore les résultats là-dessus, mais il y aura aussi ce volet floristique qui sera étudié. D'accord. Et sur là, Oui, tu pour parlais l'instant, de... pardon. Non, vas-y, Théo, vas-y. C'est juste pour dire que pour l'instant, la botanique, en fait, on vient de récupérer les données et j'avais essayé de faire quelques modèles linéaires là-dessus, mais pour l'instant, ça donnait pas grand-chose. Pas assez de, on n'a pas assez de traité pour ça. Mais ça va être sûrement intéressant et c'est un volet qui va être quasiment essentiel pour voir l'évolution de la revégétalisation. Ouais, juste, William, pour rebondir là, sur ce que disait Stéphanie, et puis toi, là, sur le projet réhabilitation des cours d'eau, il y a quoi qui sort? Il y a des résultats préliminaires un peu, vous voyez des choses? Qu'est-ce que vous avez étudié comme modalité de restauration des cours d'eau? Tu peux en dire Alors deux mots ça, ou c'est pas moi qui ai travaillé. Non. Non, je ne peux pas t'en dire plus. Je sais que ils ont testé une méthodologie en fait qui change de ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire ils vont pas reconstruire directement le cours d'eau, mais ils vont laisser la nature refaire sa vie en fait, juste en aidant un petit peu à retracer, mais brièvement un cours d'eau et laisser la nature faire. Mais ça a été mis en place il y a 3 ans et il n'y a pas encore assez de retours pour avoir des infos. C'est pour ça que ce projet, je sais qu'Onica, il a une demande des services de l'État justement pour continuer ses études là-dessus, quoi. Le brièvement, c'est quand même de remettre en fait ce qui est ressorti de ces études, de cette étude-là quand il a présenté, c'était quand même les paramètres un peu importants, ça va être la pente. Donc, sauf que ça, faut avoir un état initial qui est pas toujours, qu'on n'a pas toujours. Donc, c'est de refaire la pente, de garder souvent les couches humifères. Bon, là, c'est après pour la revégétalisation aussi, de recréer quand même un peu de méandre et de garder en fait tout ce qui est bois mort, etc. Que le cours d'eau puisse en fait retravailler, rouler du gravier, etc. Et puisse justement après finir de se remettre un peu en place, mais c'est de ne surtout pas laisser ce qui est fait à l'heure actuelle, un coup de pelle et un canal qui du coup va surcreuser, surcreuser et les méandres c'est ce qu'ils ont vu et c'est ce qui retourne. En fait, un cours d'eau non réhabilité du tout et pas aidé du tout ne recréera pas tout seul de méandres et va surcreuser, surcreuser, surcreuser. Donc voilà, c'est quand même un peu de moyens techniques qui sont faits avant de repartir du site. Et à l'heure actuelle, Stéphanie, il n'y a pas de cahier des charges imposé aux miniers pour ça, quoi, À sur l'heure les cours actuelle, d'eau. sur le cours d'eau, non. À l'heure actuelle, on leur impose 30% de revégétalisation, mais en fait, ils n'ont aucune obligation sur le cours d'eau. Et c'est là où bon, on est en train de. Il y a, ces études-là leur ont permis aussi de voir que non, actuellement, c'est pas bon. Ils le tournent comme ils veulent, mais c'est pas bon. Le cours d'eau ne reviendra pas tout seul dans un état naturel. Et on a beau avoir un semblant, pas un semblant, mais une revégétalisation terrestre très bien et un couvert forestier qui revient parce qu'on a eu une revégétalisation qui a été faite. Le cours d'eau en dessous, s'il n'est pas aidé, ne reprendra pas une forme et un fonctionnement naturel s'il n'y a pas des choses qui sont faites à minima. Puis il y a aussi toute la problématique de la stabilisation des berges, aussi de la revégétalisation. William, vous êtes dessus avec Solicase ou pas du tout sur ces aspects-là? Allô, allô?
Donc, ouais, attends, c'était le micro, le temps qu'il arrive. Donc, oui, on est sur la revégétisation, comme tu le sais bien. Après, comme l'a dit Cléo, la stratégie de revégétisation va être dépendante des caractéristiques environnementales. C'est-à-dire qu'on va sélectionner des espèces locales, attractives, fixatrices d'azote, qui vont pousser rapidement, refaire de l'ombrage, attirer les animaux, etc. Et effectivement, sur le bord des berges, on va mettre pas mal d'espèces avec un herbacé, avec un enracinement assez profond, justement pour la stabilité des berges. Donc voilà, il y a toute une stratégie à avoir au niveau de la revégétisation pour faire face aux contraintes que peut avoir un site minier, quoi. Je veux juste compléter ce que dit William parce qu'on en revient à Cric Jaguar. Cric Jaguar, c'est un des sites sur lequel on a replanté qui, en termes de maintien des berges, a le mieux fonctionné. Là, on avait planté donc du coup de la citronnelle tout le long des berges et en 4 ans, ça n'a pas bougé. Il n'y a rien qui s'est effondré. Vraiment, la plus grosse réussite. C'est vraiment Cric Jaguar sur tout ce qu'on a pu faire. Et un peu en amont sur l'historique de Cric Jaguar, quand ils ont réhabilité, ils avaient fait une première réhabilitation euh, qui avait pas été très bonne puisqu'ils n'avaient pas remis la crique au centre. Ils avaient laissé le canal de dérivation. Et en fait, donc on leur avait dit non, c'est pas possible ça. Et il va falloir. Et ils ont rechangé, mais sans creuser. Ils n'avaient pas fait un canal comme on pouvait voir sur les autres sites. C'était vraiment quelque chose d'assez superflu. Et en fait, ça a plutôt bien marché parce que du coup, on n'avait pas de grosses érosions sur ce canal. On a pu le travailler et vraiment le maintenir. Et aujourd'hui, le canal, ben, il est resté tel qu'il était. Il n'a vraiment pas bougé. Ce qui fait que c'est vraiment encore aussi un super site si on veut étudier l'érosion de la crique, quoi. Après, les puristes te diront la citronnelle en forêt, c'est de trouver plutôt des espèces forestières un peu de ripiscives, ripicoles, non? Euh, Moi, la question que je me pose, c'est là, si on regarde la carte, en fin de compte, c'est déforesté orpaillé sur 200 mètres. Donc la forêt, elle est assez proche tout autour, quoi. Est-ce que vous avez observé des sites orpaillés qui sont vraiment plus larges? Parce que là, c'est quand même pas très large. Donc forcément, il y a la forêt naturelle tout autour et les animaux tout autour. Mais quand on a un site orpaillé qui est super large, bah, là, moi, je me pose les questions, quoi. Ouais, mais ça, William, et on avait fait une grosse étude avec la DA à une époque où on avait montré justement cet effet de bordure, notamment pour les opérations de revégétalisation. À tant de mètres de la lisière, c'était pas la peine. Tu avais un réensemencement par la forêt. Et ensuite, la stratégie sur des flats un peu plus larges ou beaucoup plus larges, c'est pas de travailler en grille régulière, mais en bosquet. Voilà, de faire voilà, des patchs de bosquet et puis en espérant qu'après, il y aura une recolonisation via les bosquets qui se recoloniseront entre eux, n'est-ce pas, William? C'est toi qui es la tête dans le guidon là, sur ce sujet plus que moi. Ouais, effectivement, c'était fait bordure avec un ressemencement naturel des espèces végétales. Je crois qu'on l'avait mesuré à 20 mètres en bordure de la forêt, en fait. Et du coup, effectivement, quand on a un site qui est beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, alors la stratégie de revégétalisation, il faut l'adapter. Donc actuellement, elle est à 30%. Donc là, pour cette étude-là, à 100%, on a eu des financements complémentaires pour pouvoir le faire sur une partie du site. Mais quand on est limité à 30%, il faut réfléchir à quelle zone on va revégétaliser. Donc en faisant des îlots et en particulier au milieu justement du site, parce qu'on sait que ça va plus revenir en bordure, etc. Enfin, il y a toute une stratégie à adopter, quoi. Et d'ailleurs, ouais, tu fais bien de le préciser, on est bien d'accord que là, c'est un site en partenariat avec Kering où il y a 100% de revégétalisation. On n'a Ouais, pas la 30, partie 30. nord, ouais. Voilà, ok. Donc, en Ok. gros, le site qui fait, je sais pas, il fait 25 hectares, celui-là en tout. Donc, si on fait la somme de la zone sud, la zone nord, on est sur les 30% de végétalisation, mais on a essayé pour cette étude-là de tout concentrer justement sur la zone nord, quoi. 100% sur la zone nord et 0% là, sur la zone sud du site. Et il faut garder à l'idée que même une stratégie 100% de végétalisation, Cléo l'a bien montré, c'est qu'il y a des endroits où on a beau essayer de planter plein d'espèces qui sont potentiellement adaptées à ces conditions, des fois ça ne marche pas, dû à justement la restauration des sites, le compactage, etc. Enfin, il y a toute la réhabilitation des sites va être aussi, va conditionner en fait le succès de la revégétalisation. Notamment, il y a Ouais. les zones hydromorphes qui sont
bah, déjà sur laquelle rien ne pousse, mais en plus, on peut pas se déplacer. Ouais, donc les zones marécageuses hydromorphes, c'est les anciens bassins de décantation qu'il y a sur les sites miniers. Donc, ils sont censés évacuer les excès d'eau, refaire, on va dire, reboucher, refaire une terre ferme. Mais concrètement, c'est très, très, très rare qu'on observe ça sur les sites, quoi. Bon, ça, on le sait, hein, depuis le début, on sait tous que la réhabilitation des sols pré-revégétalisation, elle est fondamentale. Faut pas faire n'importe quoi, quoi. Ça, c'est clair, hein, et dans les cahiers des charges pour les opérateurs miniers, je sais pas si Ouais. maintenant, moi j'ai un peu décroché depuis, si maintenant il y a des règles un peu plus strictes, mais on le sait bien, quoi. Toute la réussite de la revégétalisation dépend de ce qui sera fait en amont sur la réhabilitation, les méthodes de réhabilitation des sols, quoi. Ouais, je sais pas non plus. Et juste, je vais apporter une. Ah bah, vas-y, Steph, tu veux- Non, malheureusement, les règles sont pas plus strictes, elles n'ont pas bougé depuis un moment. C'est surtout que même les règles qui sont en vigueur ne sont soit pas appliquées sur site, soit pas contrôlées en fait, par un manque de l'État qui est clair de compétences, de pouvoir aller contrôler et vérifier que ça a bien été fait d'une pression et d'un lobby minier qui est quand même assez important et qui fait valoir depuis des années que oui, on ne fait pas tout ce qu'il faut, mais avant d'aller venir nous embêter, aller traiter le problème des orpailleurs illégaux avant. Voilà quel est le discours tenu et c'est là où bah non, c'est plus tenable maintenant. Et il y a l'ONF, mais l'ONF vient contrôler voilà, les sites qui sont sur son DBF, sur son domaine forestier permanent. Mais non, non, on n'est pas bon et on sait pas, et ça s'est pas amélioré malheureusement là-dessus. Il y a quand même des travaux qui ont été lancés il y a 2 ans, mais sous pression, ils se sont arrêtés, qui étaient justement de redéfinir, alors c'était dans le cadre des AEX, de redéfinir justement, de préciser ce qu'il doit être fait. Voilà, on espère que ça aboutira, mais pour l'instant, on y est. Ouais, parce que nous, on avait planché, c'était à la demande du préfet Faure à l'époque, hein, il nous avait demandé un cahier des charges de la réhabilitation. Il y a eu un gros boulot qui a été fait, qui abordait à la fois la réhabilitation des sols avant la revégétalisation, et puis aussi les méthodes de revégétalisation. Le document a été produit, et puis ça a jamais été mis en œuvre, alors qu'il y a un gros travail qui a été fait à ce sujet-là, hein. Ça n'a pas été mis en œuvre parce que l'État ne met pas la pression, ne met pas la pression derrière et que l'État n'impose pas et que moi, en GT, en groupe de travail, on a les miniers qui nous disent: «Ah, mais vous comprenez, ça coûte trop cher, c'est trop de travail, c'est trop.» Et non. Et à un moment donné, ne serait-ce que les horizons de sol, les couches, ils remélangent tout. Et alors qu'on leur demande de garder les terres humifères, on leur demande de. Et ça, à l'heure actuelle, c'est pas fait. Et tant qu'il n'y aura pas des contrôles réguliers sur site pour vérifier que vous avez bien gardé ça, et ben voilà, et ben on se retrouvera sur à la fin, ah bah non, on n'a pas gardé, on a tout remélangé, on est incapable de remettre et puis ça nous coûte trop cher et puis terminé. Donc tant qu'on n'aura pas les moyens de toutes les manières pour aller contrôler tout ça, ce sera pas ils le font pas. Et en fait, depuis la pression commence à leur être remise depuis 2, 3 ans. Et on l'a vu, dès que la pression a été remise, ils sont montés au créneau auprès du préfet, arrêt de tous les GT parce qu'ils ont vu qu'on allait leur demander, même pas plus que ce qu'on leur demande actuellement. On allait leur demander d'appliquer ce qu'on leur demande actuellement. Et quand ils ont compris ça, c'est monté au créneau au niveau préfectoral. Merci beaucoup, Cléo, Nico, pour ta présentation. Ouais, merci. Et puis merci, merci d'être venu.